Ah, celui-là, Colin Ling. Alors tu connais un peu déjà. Comment on reconnaît un poisson qui est bien frais déjà? Au niveau des ouïes, il faut qu'il soit bien rouge. Bah là, t'as vu comment ils sont là? Par rapport à certains, des fois, ou même du saumon, qu'on les ouïes tout collés, là tu vois, les ouïes sont bien roses, bien, les filaments ils se séparent, ça c'est vraiment du poisson. Tes yeux aussi, ils sont hyper translucides. Tu vois, ils sont bien clairs, il n'y a pas de membrane vibreuse dessus, quoi, ils sont super. Et l'avantage, c'est que ton poisson, tu vois, il reste bien droit, quoi. Tu prends un poisson de chalut, admettons, de grande pêche, ton poisson, il va être comme ça, quoi. Que là, ouais, c'est un poisson, il a été pêché hier. Hein. Donc, tu as vu là la différence, ton poisson, il reste bien droit, et ça, c'est du top, quoi. Et là, je vais te faire voir comment on lève, pour le enfiler, en darne, un poisson, comment on utilise tout dans le poisson. Okay. Il y a des techniques qui vont plus vite, mais on fait un peu plus de pertes au niveau des chairs sur l'arête. Et là, le but du jeu, justement, c'est de rien perdre. Hop, là tu suis. Et là tu regardes, tu as vu, on a un filet. Nickel. Bon, ça, c'est le bout de la queue. On garde. Bah, on garde pas aussi, on garde. Justement, là, on met tout ça dans un seau. On va rincer après, on va faire à la base des sauces. C'est-à-dire on va faire un fumet de poisson, c'est comme un bouillon d'arête. Pour justement après faire le risotto qui va aller avec, soit une soupe de poisson comme c'est l'hiver. Il y a plein de trucs à faire, quoi. Et là tu fais pareil avec l'autre filet. En général le deuxième filet il est un peu plus dur. Moi ce que je fais, je calme ma tête à l'extérieur de la planche, comme ça ton arête reste bien droite. Que si tu fais comme ça, ou alors il faut vraiment un couteau flexible, tu peux le faire comme ça, mais moi je préfère tout aller là, comme ça, et surtout ton arête est à plat, et tu as moins de mal à suivre l'arête. Là, je crois que là, tu as raté l'arête, non? Ouais. Ça se rattrape. Quand tu lèves un poisson, repars de la tête, t'emmerdes. Repars, et là, parce que tes arêtes, elles vont comme ça. Que si tu vas comme ça, tu vas dans le sens inverse. Tu vas tu es obligé de buter dessus là. Que si tu fais comme ça, bah, ton couteau il glisse tout simplement dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu te coiffais un peu dans le sens inverse, quoi. Alors, c'est pareil. Alors, brousse-poil. Mais là, c'est vraiment le fumet de base. Hein. Après, tu peux faire un fumet. Admettons, si tu veux faire un fumet tomaté, tu rajoutes de la tomate. Tu veux faire un fumet avec des épices, et ben, quand tu fais revenir tes garnitures, tu rajoutes les épices que tu as besoin. Voilà, mais là, c'est juste pour finir le risotto et pour faire notre sauce. Donc ça, on peut laisser là à cuire 20 minutes. Ça pareil, hein, c'est un cul de poireau, mais c'est bon, ce que tu fais hop, dans le fumet. Pareil, hein, j'ai un cul d'oignon, hop, dans le fumet, ça rien de mettre à la poubelle, il peut que apporter du goût. Je l'ai précuit avant parce que le risotto ça va être là pour 20 minutes de cuisson, je l'ai cuit 12 minutes, puis je prends à l'eau. Après je vais finir la cuisson avec le fumet de poisson, les légumes verts. Là, pour goûter. Pour goûter, il faut tout manger. C'est un peu le problème avec Vincent. Il y a trop de produits qu'il ne veut pas manger, alors je le force à manger parce que bah, le cuisinier qui aime pas ça, c'est pas terrible, quoi. Poêle à chaud. Déjà, si tu fais tes poissons comme ça dans la poêle, c'est sûr qu'il va pas coller.
Là, tu laisses cuire. On laisse cuire doucement. On va finir le risotto. Le risotto, contrairement au riz, le riz, tu peux le mettre dans l'eau bouillante, il va cuire. Voilà, mais là, le risotto, il faut toujours rajouter du liquide à chaque fois pour obtenir justement, on appelle ça le risotto à l'aspect crémeux. Risotto de légumes verts, poireaux, courgettes, avec le fumé qu'on a fait. Donc là, on voit bien le fenouil, on voit bien le risotto saucé autour. Pas saucer le poisson parce que le but du jeu c'est de le voir aussi, le plat principal. Hein, voilà, et puis pour un peu de fun. Voilà le colin de ce matin qui est arrivé à l'assiette. Il y a toujours eu des bons chefs en France. Pourquoi? Parce que la passation elle a toujours existé, quoi. Il y a toujours eu des chefs pour faire apprendre leur métier, quoi, et tant mieux, quoi. Il faut que le jeune il s'intègre, il faut qu'il ait les compétences professionnelles déjà, et il faut qu'il sache s'intégrer à l'équipe, il faut qu'il soit de bonne humeur, il faut qu'il soit courageux, il faut qu'il soit... Voilà, il y a plein de critères qui font qu'il fait partie de l'équipe, parce que c'est vrai que, comme je disais, on est tous dans le même bateau, donc si le gars ou la fille n'arrive pas à s'intégrer, c'est pas la peine. Hein. C'est des métiers tellement durs qu'il faut le faire avec passion, quoi. Autrement, c'est pas la peine, quoi. Si vous commencez la journée à contre-cœur, non, ça va jamais longtemps, quoi. Il faut le faire avec passion, c'est le plaisir de faire plaisir au client, le plaisir de transformer un produit pour le rendre bon et agréable en bouche. On s'amuse en cuisine pour justement que le client il s'amuse, quoi. Le but du jeu, quoi. Faire plaisir aux gens. Alors ça c'est l'entrée de la cuisine. Ouais, l'entrée de la cuisine. L'entrée symbolisée déjà par le petit panneau ouvert parce que moi j'ai plus de porte ici donc c'est un peu ouvert aux gens aussi s'ils veulent venir me voir. Et puis on passe entre le piment d'Espelette, l'ail de Cherwex et puis les oignons rosés de Roscoff. Et là quand on a franchi ça, on rentre dans mon terroir gustatif. Alors voilà, on y va, vous me suivez ? Les asperges, ce qui est intéressant, c'est le premier légume de printemps. C'est vraiment la renaissance, le renouveau. Ça fait vraiment du bien quand on sort de l'hiver. Nous, on a passé 3 mois à cuisiner les légumes racines, etc. Et au bout de 3 mois, c'est vrai qu'on a envie de changement, les premiers rayons de soleil et les premiers légumes de printemps. Donc les asperges blanches sont symbole de ça. Quand on coupe les asperges, on sent au bruit. On sent que c'est très frais, très juteux. Il y a plein de jus dedans. C'est beaucoup d'eau les asperges. Mais c'est... Voilà. J'aime bien exprimer au maximum ce qu'on peut faire avec un produit. Vraiment en tirer la quintessence, quoi. Vraiment, tout ce qu'on peut en faire, j'aime bien chercher, trouver. Et ça, c'est aussi un respect pour le travail du maraîcher. C'est un jeu d'enfant aussi, hein. Trouver voilà, différentes formes, textures, cuissons, toujours essayer de... Alors moi, ça m'amuse, et du coup, dans les assiettes, c'est assez sympa, les clients, ils sont là, c'est pareil, ils disent, oh, bah tiens, il y a une différente texture. Non, ils se prennent au jeu, c'est un peu ludique aussi, quoi. Pour cuire les pointes d'asperges, moi j'aime pas trop les cuire dans une grande quantité d'eau, j'aime bien une cuisson assez courte et concentrée, très concentrée. Donc on va mettre un bon beurre, des petites herbes, donc là le petit panier d'herbes du jardin, un peu de sauge, un peu de thym, un peu de laurier. Et puis plutôt que de mouiller avec de l'eau, bah, j'ai mouillé un petit peu avec le bouillon d'asperges qu'on a fait tout à l'heure, voilà, qui va renforcer le goût. Et on va laisser cuire à feu doux. On va assaisonner.
Olivier, on peut lire sur ta carte selon l'humeur du chef. Que veux-tu dire par là? Bah, des fois, je suis de mauvaise humeur. Selon l'humeur du chef, c'est plus une petite boutade. C'est surtout selon le temps qu'il va faire, le temps que j'ai, tu vois, mon humeur du moment, quoi. J'arrive, tu vois, ce matin, il faisait beau, c'est agréable, t'as envie, il pleut à torrent, il fait machin, t'as envie de cuisiner, mais ton humeur est différente, donc forcément tes plats vont être différents. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours selon l'humeur du chef, c'est aussi selon les produits que je vais trouver, tu vois. Donc c'est plein de petites choses comme ça, et ça fait rire les clients. Petite mousse, on va remettre un peu de sel. Voilà. On a des petits cubes, on va bien les assaisonner, on va leur adjoindre un petit peu d'herbe, des petites choses comme ça. Et dans la verrine, ça va faire une belle transparence. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un petit tartare d'asperges blanches, donc, avec un petit peu de céleri dedans, de la rhubarbe, de la ciboulette, assaisonné d'huile d'olive, de sel, de poivre, tout simplement. Et c'est super frais, c'est super bon, ça a beaucoup de goût. Moi, j'aime beaucoup. Tu vois la jolie petite mousse. Regarde comme c'est joli, il fond pas. Il a la particularité de pas fondre. Comme le sel de Guérande, lui, il est humide. Si on le met à l'humidité, il va fondre. Ok? Le petit toast beurré avec l'asperge cuite, le sel de Maldon dessus. Et puis on va décorer tout ça avec les petites fleurs de printemps. Donc on a un petit peu de soucis. On va mettre 2-3 pétales. Des petits pétales de pissenlit. Hop. Une petite pensée. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la violette. Les premières petites violettes de printemps avec l'asperge blanche, j'adore ça. On va la mettre ici pour pas qu'elle soit la même couleur que... Ça, c'est génial. Et éventuellement, on peut se remettre une petite fleur de prime vert. Juste sur la pointe, comme ça. Hop. Voilà. C'est important que notre cuisine soit marquée et qu'elle soit reconnaissable et voilà, qu'on ait notre propre identité en fait. Comme un peintre, hein, il va avoir ou un musicien, il va avoir toujours la même trame, un peintre il va avoir toujours plus ou moins la même trame. En cuisine, on a plus ou moins aussi notre ligne de conduite, notre trame, et puis après voilà, on peut dériver un petit peu, mais en général c'est souvent reconnaissable. Moi je dis toujours aux clients, surtout vous donnez l'adresse qu'aux gens à qui vous voulez du bien. Donc en général les gens qui viennent pour la première fois, je leur demande toujours qui c'est qui vous envoie. Et pas comment ça se fait que vous nous avez trouvé, comment vous nous avez trouvé, c'est qui vous envoie. Vraiment je mets beaucoup de sincérité et beaucoup d'honnêteté dans ce que je fais. Et je pense que les clients, c'est pareil, quand ils retrouvent ça et ils retrouvent le plaisir que j'ai eu à cuisiner, ils le retrouvent dans l'assiette. Et souvent ils me le disent, quoi. Vraiment... on sent que vous vous êtes fait plaisir à faire ce plat, Donc ça c'est vraiment une récompense pour moi. Ouais. Je crois que c'est ma meilleure récompense en fait. Une canette de coca, c'est 8 sucres. Un croissant, c'est 3 sucres. Une banane, c'est 6 sucres. Une part de tarte, c'est 6 sucres. Il y a les aliments auxquels je n'ai pas droit.
depuis que j'ai mon diabète, et par contre j'en ai d'autres auxquels j'ai droit. Heureusement, autrement je ne pourrais pas manger. Les fraises, on peut en manger sans problème, à condition de ne pas en manger plus de 100 grammes. Nous avons essayé plusieurs recettes pour diminuer la quantité de sucre. On a d'abord commencé par faire des essais avec du stevia. Pour la réalisation de la recette, c'était jouable, mais par contre au niveau du goût, c'était pas bon du tout. Donc nous sommes passés après sur un édulcorant liquide du sirop d'agave. Et là on a retrouvé le goût du fraisier avec une teneur en sucre inférieure à ce que on fait habituellement avec du sucre traditionnel. Le plus compliqué, ça paraît simple, mais c'est la chauffe au chalumeau. Au chalumeau ou au bain-marie. Traditionnellement, on fait ça au bain-marie. Là, pour des raisons, on va dire, de gain de temps en cuisine, on utilise plus le chalumeau. C'est là le plus compliqué parce qu'il ne faut pas dépasser une certaine température. Si on monte trop en température, ça ne va pas prendre, ça va retomber. Donc les fraises que j'ai choisies, c'est de la fraise produite dans la Touraine, qui n'est pas très loin de chez nous. La Touraine, on est à 150-200 km d'ici. Et c'est une variété gariguette, répandue en cette saison. Bon, cette année, ça a pris un petit peu de retard à cause de la météo un petit peu difficile. J'aime beaucoup travailler la fraise, d'abord pour sa couleur. Dans une assiette, ça flash tout de suite. Et puis en règle générale, j'aime beaucoup les fruits. C'est sympa à travailler. Et la fraise, on peut la faire en fraisier. On peut la faire chaude aussi, tiède. Enfin, bon, il y a plein de façons de travailler la fraise. En fait, c'est l'un des fruits, on va dire rouges, qui a le moins de sucre. Donc pour nos amis diabétiques, c'est le fruit idéal pour un dessert. Je voulais te demander, qu'est-ce qui est un bon dessert pour toi? Qu'est-ce qui est un bon dessert? Un bon dessert, c'est un dessert qui est réalisé avec des produits de qualité, avec cette petite touche légèrement sucrée, que ce soit avec du sucre traditionnel ou les édulcorants qui apportent quand même cette petite touche sucrée du fin de repas. Et pour nous restaurateurs, c'est la partie importante parce que c'est la dernière façon, c'est le dernier plat que le client se rappellera en partant. Alors je suis en train de préparer un petit sirop pour imbiber la génoise. Un sirop traditionnel, c'est de l'eau, du sucre et un alcool. Et pour faire réduire un petit peu le taux de sucre, on est passé sur uniquement de l'eau et le sirop d'agave qui nous a servi à faire la génoise. Pour que ce soit un petit peu goûtu, on va rajouter quelques fraises. Voilà. Donc là maintenant, je vais mixer les fraises et l'eau et le sirop pour faire un mélange homogène. Donc là, on va partir sur une crème pâtissière à laquelle on va incorporer du beurre, ce qui va nous donner une crème mousseline. Donc la pâtissière, à la place de mettre du sucre,
on va mettre du sirop d'agave. J'arrive plus à avoir d'imagination dans les desserts que dans le salé. Et je trouve qu'au niveau de la décoration et sur le visu, c'est beaucoup plus simple, je trouve, sur des desserts. Même malade, je Moi, mange. c'est comme le salut, c'est marqué dessus. Mickaël, pourquoi nous as-tu amenés ici? Alors pourquoi on est venu ici? Parce qu'en fait, je voulais qu'on puisse cuisiner un petit peu dans le milieu où voilà, on cueille tout ce que je suis en train d'éplucher. Il y a beaucoup d'histoires sur tout ça. Là on a ramassé, voilà, le printemps tarde à arriver et on a réussi quand même. Je voulais montrer quand même qu'on est capable encore de cueillir des choses, même si le printemps n'est pas arrivé. On a trouvé du pissenlit, on a trouvé un peu de cardamine, on a trouvé un peu de mouron des oiseaux
et puis les fameuses premières pousses d'ortie. Voilà. Comment crées-tu ta recette? Alors je pars de voilà des produits que je vais trouver vraiment sur l'instant, ce qui autour d'un marché, la rencontre d'un producteur. On a discuté, il m'a dit voilà, aujourd'hui j'ai du chou rouge, j'ai du chou vert, on a quelques asperges, et puis il fait froid, donc on a encore envie de manger des tartines. Et puis je pars, voilà, on va partir sur une tartine, on va passer ça sur la braise. On a ramassé les premières herbes de printemps, et puis voilà, l'idée elle est là, sur ce qu'on va manger, ce qu'on va trouver aujourd'hui. Alors là on va aussi travailler sur un carré de porc de Bayeux, d'un producteur local avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et je vais l'assaisonner là avec la fleur de sel fumée et poivre du Népal. Par contre, il faut bien le doser parce qu'il est assez puissant, donc il faut être modéré. Donc là j'apporte de la piquette. Piquette, c'est le nom local d'un fromage blanc non battu. Donc je travaille avec Michel Simon, quelqu'un avec qui je m'entends très bien et j'adore ce qu'il fait. C'est quelqu'un d'honnête avec ce qu'il fait. Alors là j'ai apporté un petit peu d'asperges, parce qu'on a les premières asperges, on a encore des choux-fleurs dans les jardins, on a encore du chou rouge. Donc je trouvais ça intéressant, les fameuses carottes de créance. Voilà. Et toute la partie végétale qu'on va retrouver, pissenlit, mouron des oiseaux et cardamine. Voilà. Et pour terminer, je vais apporter un petit peu plus de croustillant. J'apporte quelques graines de lin et des petites tuiles de pin. Quelques fleurs aussi, parce qu'on a quand même des premières fleurs de prune vert. Avec quelques petites feuilles de lierre terrestre. Côté assez puissant de cette feuille. Je trouve très intéressant. Voilà.
Alors, la mimolette d'Isigny, c'est un produit pour moi extraordinaire. On fait ça quand même depuis plus d'une quarantaine d'années. C'est fait par la coopérative d'Isigny-Sainte-Mère. C'est un produit vraiment exceptionnel. On a une maturité, là on est sur une 18 mois. On a le côté puissant d'affinage de la mimolette qui vient vraiment rehausser toute cette tartine végétale et florale. Alors pour accompagner mon carré de porc, j'ai choisi d'utiliser des feuilles de chou vert nouveaux et puis les premières pousses d'ortie. Voilà. Superbe. Renfermer mes feuilles d'ortie un petit peu sous le chou, justement pour qu'il transpire et qu'il s'attendrisse. Voilà. Voilà. Là j'ai mes feuilles d'ortie qui ont changé de couleur, qui avaient un côté assez rougeâtre, et là qui sont vertes. Voilà. Les prés salés, donc, ce sont des prairies de plantes multi-espèces. Ce sont des terres qui sont recouvertes par la mer aux grandes marées. Et forcément, ces plantes se chargent d'oligo-éléments, des éléments de la mer, au moment de cette couverture. Voilà, 24 brebis. Pareil, 30 secondes. Ça, c'est un fromage type lactique. Ça veut dire que les bactéries transforment le lait en caillé. D'accord. Essentiellement. Ça se passe à 20 degrés. Tandis que ce fromage-là, la température est autour de 32 à 34 degrés. Ouais. Et c'est l'aprésure, c'est-à-dire un extrait de la caillette d'agneau qui transforme rapidement le lait en gel et en caillé. D'accord, ok, d'accord. Donc la production n'est pas du tout pareille. Non. Le goût va être différent aussi. Oui. Donc, et moi je pense qu'au niveau de ma cuisson direct, je vais essayer de partir sur celui-là. Mont-Saint-Michel. Le restaurant est situé dans le marais du Mont-Saint-Michel. Donc sur cette route qui va aller du restaurant Mont-Saint-Michel, nous allons pouvoir y retrouver quelques producteurs. Donc les fameuses pommes de terre du marais de Dole. Nous allons trouver aussi le Mont-Dol, avec les pommiers, les fameux rougets de Dole, d'une variété locale. Et de l'autre côté des polders, nous allons trouver aussi, bien sûr, les prés salés,
qui produit les fameux herbus autour du Mont-Saint-Michel. Et les rougets de Dole viennent de, comme son nom l'indique, de la région de Dole-Bretagne. C'est vraiment une variété très locale et très ancienne, qui est très appréciée pour faire les gâteaux, justement, ce genre de choses. C'est une pomme très acide et qui va très très bien avec tout ce qui est charcuterie, viande. Les pommes de terre proviennent du Marais. Et dans le Marais, en fin de compte, la mer s'est retirée et elle se place à de la vase. Donc ces pommes de terre vont se nourrir de cette vase. Et ce qui les rend ce qu'ils appellent couramment matière sèche. Donc c'est une pomme de terre qui est très très bonne, qui est magnifique, qui mériterait d'avoir un label. Mais étant donné que la production reste très locale, c'est une vingtaine de kilomètres carrés, donc il ne sera pas possible de poser un label. Mais elle a un goût unique. Oui, Pascal, je voulais te demander si ça avait une très grande importance pour toi de prendre ces produits de la région. Alors, ces produits de la région, c'est toute mon enfance. Donc j'étais baigné dedans étant jeune. Et non seulement il y a la carte postale, mais je pense que le goût de l'enfance est très important. Et on peut le faire retravailler. Et il y a des producteurs qui se battent pour valoriser leurs produits à longueur de temps. Donc c'est important de travailler avec. Sachant que on travaille aussi avec une démarche sur le développement durable. Donc si on veut être bien nourri, il y a intérêt de préserver notre terre. Pascal, je voulais te demander ce que tu mettais là dans ta viande. Donc nous avons pris le fromage de brebis que nous avons pris ce matin. Et en fin de compte, entre ces trois ingrédients, nous avons donc le carré d'agneau le présalé avec son lait et ses salicornes dans lesquelles il a vécu pratiquement toute sa vie. Pascal, comment définis-tu ta cuisine? En fin de compte, ma cuisine, je la crée beaucoup jour le jour, en fonction des produits que je trouve, en fonction des saisons aussi. Mais j'ai beaucoup plus une cuisine d'inspiration et de moments. Comme le foin, c'est juste en étant en contact de foin humide que j'aimais l'odeur et en fin de compte qu'on a pu retranscrire comme ça. Et aussi, j'aime bien retranscrire à travers une histoire. Quand on parle de rouget de Dole, pour moi, le rouget de Dole, c'est une pomme de mon enfance. Lorsque j'allais en mer avec la famille, on avait toujours le pommet sur le bateau. Et c'est très important, je pense, de trouver des vraies valeurs et des vraies histoires à écrire. Je pense qu'aussi moi je suis revenu au pays et je pense que c'est très important de communiquer sur les valeurs de nos anciens et de ce qu'ils nous donnent aujourd'hui. On ne peut pas travailler dans une cuisine qu'on ne ressent pas.
Moi, je suis issu du bassin. Je veux faire transmettre ma passion de la baie à travers ma cuisine et vraiment mettre en avant mes producteurs. C'est vrai que ce réseau est très important pour moi. Cette proximité avec ces producteurs est très importante. Je ne suis pas encore parfait. J'essaye encore de trouver encore des... Et il y a toujours matière à faire. Je crois que je partirai comme ça. Succulent. L'explosion en bouche de tout, quoi. On va être obligé de le refaire sur la deuxième fois. La vache. C'est génial. Génial. Alors, on va peser 90 g de farine et de maïzena, on tamisera. Sandrine, quel est le lien entre la pédiatrie et la pâtisserie? C'est l'enfance, c'est la gourmandise. J'ai l'impression de faire le métier contraire en étant pâtissière. Parce qu'avant, je donnais des régimes à des enfants pour qu'ils puissent être un peu tranquilles, qu'ils aient moins mal, qu'ils dorment mieux, qu'ils se reposent mieux, que les parents soient plus en paix. Et maintenant, avec la pâtisserie, j'essaye plutôt d'ouvrir et de donner de l'insouciance autrement. Alors, le chocolat Alto El Sol que j'ai choisi pour cette ganache au chocolat est un chocolat bio du Pérou qui est fruité, aromatique, long en bouche, sans aucune amertume, et il est vraiment puissant. Donc pour tempérer sa force, j'ai ajouté un autre chocolat qui s'appelle Extra Bitter, qui a un petit peu d'amertume, mais qui n'a pas beaucoup de palette aromatique et qui va permettre d'adoucir. Il y a un plaisir inouï à travailler le chocolat quand on en a sur les doigts, quand on a cette odeur, et puis ça se travaille tiède, le chocolat. Donc ça a un petit côté un peu sensuel, c'est extrêmement agréable à travailler. Et chaque fois que j'ai du chocolat à travailler, je suis vraiment contente. Sandrine, d'où te vient la passion de la pâtisserie? Je pense que j'ai toujours aimé la pâtisserie. C'est quelque chose que j'ai eu depuis petite, parce que j'ai traîné dans les cuisines de mes grands-mères qui me faisaient goûter les petites choses qu'elles étaient en train de préparer. Car dès la primaire, je faisais déjà des gâteaux à la maison toutes les semaines. J'essayais des recettes, etc. Et je pense que derrière ça, il y a le fait qu'il n'y ait pas eu de maman à la maison, puisque j'ai perdu ma maman très tôt. Donc il fallait faire soi-même pour avoir les choses. Le fait de combler quelque chose, de combler un vide, ça a été en faisant des gâteaux. J'ai toujours autant de plaisir à marcher dans les flaques d'eau, à chanter un peu trop fort ou à mettre mes doigts dans la confiture ou la tarte aux fraises. Et j'ai vraiment une part d'enfant en moi. Je me souviendrai toujours de ce que je me disais quand j'étais petite. Je me disais, il ne faudra pas que j'oublie comment c'est quand on est petit.
parce que les grands, ils ne comprennent pas. Et j'essaye aujourd'hui, quand je partage des moments avec les enfants, j'essaye d'être à leur écoute et pas de les obliger de se conformer à la société des grands, parce que c'est ce qu'on leur demande le plus souvent de faire. Une grande tartine de Nutella. Quand on donne à manger aux gens, on leur donne pas seulement de la nourriture, on leur transmet des sentiments, on leur permet de faire sortir des sentiments. Et à travers ce que je cuisine et à travers ma pâtisserie, en particulier, j'essaye vraiment de donner des émotions aux gens, de belles émotions. Et chaque fois que je prépare des choses, je suis exigeante dans le choix des ingrédients, je suis exigeante dans les saveurs, dans les produits, parce que justement, j'attends ça. J'attends que les gens qui vont déguster ma pâtisserie soit ému, soit touché, parce que la gourmandise, pour moi, ça n'a jamais été un défaut. La crème anglaise était réalisée comme toute crème anglaise avec des jaunes d'œufs et du sucre, mais on a remplacé le lait par de la crème liquide et un peu de pulpe de fruits de la passion. C'est une crème brûlée qu'on croque. Voilà. Que souhaiterais-tu transmettre à tes filles? J'essaye de les amener à trouver un métier qui leur permette de se lever tous les matins pour faire quelque chose qu'on aime, parce que c'est extrêmement important. Arriver à gagner sa vie et en même temps à faire un métier qu'on aime, ça permet de s'épanouir et ça permet d'être bien avec son entourage, et puis ça permet à des foyers de tenir aussi, parce que quand on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, on a du mal à être épanoui et donc à être bien avec sa famille.